Alors il faut rappeler bien sûr que Rome compte 2 800 000 habitants. Nous allons pénétrer notamment dans la cité du Vatican, c'est de circonstance. C'est le plus petit État du monde puisque ce Vatican compte 830 habitants, 830 résidents. Et puis nous pénétrerons dans la sublime Villa Médicis. C'est une enclave française qui accueille les artistes et qui a été construite en 1544. Alors, on rappelle donc la semaine, évidemment, va être très chargée à Rome, puisque les cardinaux seront réunis en conclave à partir de mardi pour désigner le successeur de Benoît XVI. Jocelyn Huchet, quelle est l'ambiance aujourd'hui, dimanche ? Eh bien, tout d'abord, un petit point météo, Claire. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais le soleil est brillant ici à Rome. Après quelques jours de temps un peu moyen, eh bien, le soleil est revenu. Plus sérieusement, c'est une ambiance de transition, c'est une atmosphère de transition, voire de compte à rebours qui règne ici à Rome avant ce conclave. Les médias du monde entier commencent à affluer vers la capitale italienne et ils sont de plus en plus nombreux. On les croise dans les rues, en équipe de tournage dans les rues. Au-dessus de la place Saint-Pierre, plus significatif encore, de nombreux échafaudages se sont montés pour permettre aux grandes chaînes de télévision du monde entier de réaliser leur direct. Pendant ce temps-là, les Italiens, eux, scrutent leur trombinoscope, révisent les visages des cardinaux et essaient de les repérer quand ils les croisent dans la rue. Je voyais encore une habitante de Rome ce matin qui me demandait, alors que nous filmions le cardinal André XXIII, qui était cette éminence, ce cardinal que nous voyions ce matin. Vous le comprenez, ici tout le monde est concerné par ce conclave, chacun a un avis puisque les 115 cardinaux viennent du monde entier et que donc même les touristes ont un avis sur ce conclave qui est à commencer mardi. Merci Jocelyn pour ce petit air de Rome. Eh bien, il faut parcourir la ville à pied ou même à Vespa, comme les films italiens nous l'ont si souvent montré. Il faut dire que Rome a un charme particulier, que l'on y croise à chaque coin de rue des petits bijoux architecturaux. Suivons donc l'équipe de Louis Olivier, Jean-François Drouillet et Séverine Fortin. Rome est d'abord minuscule, mais l'instant d'après, elle est colossale. Rome est rapide, s'agite, bouge, et l'instant d'après, tout s'arrête. Partons en balade, mais pas n'importe laquelle. Buongiorno. Buongiorno, come va? Va bene, buongiorno. Buongiorno. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir les secrets de Rome. Et avec quoi? Andiamo col calessino, molto tipico italiano. Caméra sur l'épaule, nous allons traverser la ville, à la recherche de vieilles pierres et de pâtes al dente, de romains et de touristes, de petites histoires et d'histoires tout court. Nous voici en vacances romaines. Hollywood l'avait déjà compris dans les années 50, Rome, c'est la liberté. Si possible, à scooter avec Audrey Hepburn, princesse triste, qui découvre le bonheur au guidon de sa Vespa et dans les bras de Gregory Peck. Notre Dolce Vita à nous commence à pied sur le célèbre marché de Campo dei Fiori avec Alessandro et ses recettes d'artichaut. Alors comment ça se cuisine? Ah, l'artichaut ici à Rome, c'est toute une tradition. Il faut d'abord enlever les feuilles les plus dures. Ensuite, au centre, on enlève les épines. Celles-là, vous les voyez? Enfin, on fait frire du sel, de l'huile d'olive. Des artichauts frits, pourquoi pas? Mais pour l'instant, nous n'avons pas le temps de manger. Maurizio part en livraison dans son minuscule triporteur. Et vous arrivez à entrer dans l'habitacle? Oui, c'est grand et confortable. Heureusement quand même que vous ne faites pas 1m95. Non, impossible. Ciao, grazie. À Rome, pas une rue sans monument. Pas un monument sans anecdote. Et pas d'anecdote sans les Romains eux-mêmes, accueillants et drôles. Eh, je veux bien faire un tour moi aussi. Tu m'emmènes avec toi? Étape obligée, le Colisée. C'est ici que notre guide nous explique pourquoi cet immense amphithéâtre est aujourd'hui coupé en deux. Il y a toute une partie qui manque parce qu'ils ont repris les pierres du Colisée pour aller construire des autres monuments comme par exemple la basilique Saint-Pierre. On
a quasiment un bâtiment qui est peut-être un tout petit peu plus petit que le Stade de France, mais on ne se rend vraiment pas compte que c'est aussi grand. C'est impressionnant. Évidemment, aujourd'hui, on ne voit que des ruines. Mais revenons en arrière et imaginons. Il y a 2000 ans, l'empereur Trajan organisait ici même un spectacle hors norme. 10 000 gladiateurs, 10 000 animaux, des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, le tout devant 70 000 spectateurs. Dans quelques secondes, il sera midi. Et les Romains ont une façon brusque de nous le rappeler. Ici, on ne plaisante jamais avec le repas. Dans les cuisines de la taverne Trilussa, on s'affaire à briser les clichés. Non, les Romains ne mangent pas que des pizzas. Le vrai Romain, il mange des tripes, du poisson, des ragoûts de queue de bœuf, des intestins de veau, des artichauts, bien sûr. Que des recettes très anciennes. On en perdrait presque son latin. Delicioso? No? Okay. Delicioso. Perfetto, perfetto. Digestion oblige, nous continuons notre route à pied. En suivant l'une des nombreuses soutanes qui arpentent Rome, nous atteignons la fontaine de Trévi et ses touristes. La coutume est simple, jetez une pièce par-dessus votre épaule pour revenir un jour à Rome. 2, et vous reviendrez avec celui que vous aimez. Mais à 3, vous y reviendrez certes, mais avec quelqu'un d'autre. Dommage pour ce couple qui ne le savait pas. Laissons ces vieilles superstitions et escaladons Rome. Vu d'ici, la ville semble n'être qu'une succession d'églises et de dômes. C'est normal, il y en a 300. Mais plus bas, c'est la ville elle-même qui saute aux yeux. Moi, c'est toutes les petites terrasses, les petites ruelles, les petits escaliers. Moi, ce que j'aimerais, c'est prendre l'apéritif le soir sur une de ces terrasses avec des parfums, des senteurs extraordinaires. Une dernière pétarade et notre balade se termine. Aux portes du paradis, devant la cité du Vatican et ses mystères. Eh bien, c'est justement dans cette cité du Vatican que nous allons maintenant pénétrer cette circonstance, puisque c'est là, vous le savez, que va se dérouler le conclave qui va permettre d'élire à partir de mardi le successeur de Benoît XVI. Alors, outre la chapelle Sixtine, le lieu est plein de mystères et chargé d'histoire. Et Sébastien Renouille, Antoine Bourgeois et Nancy Val nous aident à décrypter les secrets du Saint-Siège. Les cardinaux continuent d'arriver. Vous êtes en direct avec nous du Vatican. On en sait une réunion qui regroupe l'ensemble des cardinaux. Et qui va succéder à Benoît XVI? Laissez derrière soi la rumeur de la ville. Derrière soi le crépitement des flashs et le son des sirènes. Laissez venir le jour. Franchir un porche, puis 2 pour entrer dans un autre monde. C'est une histoire de 2000 ans. Cette histoire recouvre presque tous les pays du monde, donc il y a toujours des histoires à aller chercher, il y a toujours des belles histoires à raconter. Le Vatican, c'est un endroit où la réalité est toujours plus intéressante que la fiction. Et pour approcher cette réalité, tout commence par un rendez-vous. Vous êtes attendu un jour à une heure donnée, vous savez par quelle aile entrer, vous êtes escorté par un garde suisse qui lui-même vous conduit ensuite dans ce bureau. Mais or tout ça, c'est pas dans une administration banale, c'est dans un palais d'une beauté incroyable. C'est le plus grand palais du monde entièrement habité. 1400 salles et surtout une extraordinaire concentration d'œuvres d'art dont les plus anciennes remontent au Moyen-Âge. Pour Jacques Collet, visiteur mélomane, une mélodie s'impose pour évoquer ce lieu. La Passion selon saint Matthieu de Bach. Et en flânant dans les jardins du plus petit État du monde, surgissent quelques curiosités. Une réplique de la grotte de Lourdes édifiée il y a plus d'un siècle. Une piste d'hélicoptère, une station de radio et de télévision. Il existe même une poste et un supermarché dont les prix sont, paraît-il, 30% moins chers qu'ailleurs en Italie. Le tout sur 44 hectares, une enclave dans la ville de Rome au service de l'Église catholique. Vous avez des marches infinies, longues mais extrêmement confortables par leur dimension, qui vous font changer d'étage. Vous arrivez dans des couloirs, dans des vestibules absolument magnifiques. Et puis au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la personne que vous allez visiter, eh bien évidemment, en fonction de son rang, les lieux rétrécissent. Au bout du parcours, filmés en 2007 par la chaîne de télévision du Vatican, la salle à manger du Saint-Père et les cuisines juste en dessous.
Ce sont les pièces les plus rarement visitées du palais. Il y a le 3e étage. Alors le 3e étage, on n'y va pas comme ça. C'est là où habite le pape, c'est là où habite son secrétaire, c'est là où se passent les vraies conversations confidentielles. Dans la petite salle à manger du pape ou bien à la porte de sa chapelle, c'est là où se disent les choses qui ne se disent pas ailleurs. Le Vatican, c'est un lieu de pouvoir. Comme la Maison Blanche, c'est comme le Kremlin, c'est comme l'Élysée. Il se passe des tas de trucs à l'intérieur et on ne sait pas tout. Et c'est peut-être une bonne chose, parce que dans un lieu de pouvoir, il vaut mieux peut-être pas que tout se sache. Vous imaginez bien que l'exercice du pouvoir, que ce soit en politique ou dans l'Église, ça demande de la confidence, ça demande de la confiance et du secret. Alors dire que le Vatican est caractéristique du secret, on ne peut pas le nier, mais il l'est comme de tous les pouvoirs, à ceci près que la fascination qu'exerce cette espèce de pouvoir réputé mystérieux, encore une fois, démultiplie la curiosité. Car derrière la silhouette blanche qui se rend à l'audience générale du mercredi, se trouve une organisation complexe. Le pape dispose du pouvoir absolu, exécutif, législatif et judiciaire. Le Vatican compte 2600 employés et près d'un quart d'entre eux sont des ecclésiastiques. Ce minuscule État possède aussi sa constitution et sa banque. Près de 5 milliards d'euros de dépôts selon les plus prudentes estimations. Et parfois, il y plane un parfum sulfureux. Au Vatican, dans le calme des bibliothèques, s'ébauchent aussi des réflexions intellectuelles majeures. On y trouve 5 académies. En 1979, l'une d'entre elles, l'Académie pontificale des sciences, influence Jean-Paul II dans un projet, la réhabilitation de l'un des esprits les plus brillants et intuitifs de la fin du XVIe siècle. Galilée, celui qui avait été mis à l'index par l'Église parce qu'il avait osé dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Alors le Vatican est-il la seule résidence possible pour un pape? On a imaginé plusieurs fois que le pape se transporte ailleurs. Et bon, pour des raisons pratiques et pour des raisons symboliques, c'est pratiquement exclu. La raison symbolique, la première, c'est que c'est là qu'il y a le tombeau de Saint-Pierre. Et si le Vatican est à cet endroit-là, c'est parce que à cet endroit-là, en effet, il y a un peu plus de 2000 ans, a été crucifié à l'envers, selon la tradition, le chef de la première communauté chrétienne de Rome. Et juste au-dessus, la basilique Saint-Pierre. Achevé en 1626, l'édifice est si gigantesque qu'il peut contenir Notre-Dame de Paris ou tous les cardinaux du monde. Au fil des ans, leur tenue est restée presque la même, comme le montre ce document tourné en 1988 par une équipe de TF1 présente au Vatican, sous le pontificat de Jean-Paul II. Alors, vous désiriez savoir le train de vie d'un cardinal. Alors, je vais vous montrer sa garde-robe. Alors, ce qu'il y a de plus cardinal, disons, c'est la soutane rouge. La queue avait 7 mètres de long. Vous vous rendez compte? 7 mètres de queue, et il fallait un caudataire derrière pour la tenir naturellement. Depuis, la cité a un tout petit peu changé. Ce bâtiment, la résidence Sainte-Marthe, édifiée il y a une quinzaine d'années sur décision de Jean-Paul II, encore lui, c'est ici que tous les cardinaux logent durant le conclave. L'atmosphère y est hôtelière, ou presque. Il n'y a pas la télé dans les chambres, ils n'ont pas le droit au téléphone, ils n'ont pas le droit de tweeter, on retire les portables. Non loin de là, pour élire le pape, les cardinaux se rendent à la chapelle Sixtine, l'un des 11 musées du Vatican et le plus visité. Débute alors un vrai combat. Je crois que c'est une sorte de combat physique que d'entrer dans cette chapelle. Il faut se tourner, se retourner, regarder ce ciel peint et essayer de l'appréhender au mieux. On voit ces roses acidulées, ces rouges sang, ces bleus nuit, un artiste qui est réellement un pyrotechnicien, un artificier. Il faut imaginer les 115 cardinaux mardi après-midi, installés sous les voûtes, se laissant submerger, subjuguer, dévorer par les couleurs de Michel-Ange, pour s'y abandonner et laisser s'échapper une petite fumée. Et puis nous avons choisi de vous faire découvrir un autre des trésors de Rome, l'un peut-être des plus beaux lieux de la ville, c'est la Villa Médicis. C'est en fait une enclave française
qui accueille les artistes pendant un certain nombre de mois. Ils peuvent y travailler. Le palais commandé par le cardinal de Médicis au XVIe siècle